Bampangi ya munu ya Congo Brazzaville. Solo la Kanabeno, c'est l'envie donc de communiquer encore avec vous qui m'anime ces derniers temps, et tout ce qui me passe par la tête, je n'hésite pas, il suffit que ça soit intelligemment ordonné dans ma tête, mais je viens mettre ça à votre disposition pour que la réflexion soit multiforme. Qu'est-ce qui m'a bousculé ce matin? C'est la persistance des bombardements dans le pôle. Alors je suis totalement convaincu qu'il y a une non-assistance à population en danger. Je peux constater et confirmer que ce soit la communauté nationale ou la communauté internationale, personne ne se décide de manière vigoureuse à faire constater à Sassou qu'il est en train d'utiliser une dérive totalitaire qui est très très dangereuse pour la paix dans ce pays et pour la paix dans la sous-région. Parce que si le Congo-Brazzaville s'embrase maintenant, Kinshasa qui est en train de se préparer à des élections court le risque de s'embraser également, et quelques États qui n'attendent que de venir soutenir Sassou Nguesso dans leur brutalité immonde vont encore arriver en masse pour exécuter des génocides qui finalement n'ont jamais apporté des sanctions réelles. Le cas du Rwanda se passe de tout commentaire. Mais je vais aller d'un exemple tout à fait simple d'un chaos évité. C'est le cas spécifique du Burkina Faso, où il y a eu le kidnapping des membres du gouvernement de la transition. Alors là, il s'agissait d'un groupe de militaires qui se réclamaient d'une toute puissance, comme au Congo-Brazzaville, qui ont décidé donc d'interrompre une transition. Ils sont allés kidnapper les membres donc, de la transition dans le but de s'installer eux. Ôte-toi que je m'y mette. Le peuple burkinabé, courageux peuple, s'est organisé. On ne peut pas le comparer avec le Congo-Brazzaville parce que le peuple burkinabé, encore une fois, a eu la spécificité des jeunes officiers de l'armée qui n'avaient pas les poings liés, qui avaient la possibilité de réagir parce qu'ils avaient des armes. Ils avaient des moyens militaires pour s'opposer au groupe de Diendéré. Alors, la réaction du peuple burkinabé par voie de fait ne peut pas être comparée à la réaction du peuple congolais qui, lui, a été pris par surprise. Je parle de surprise parce que ce peuple ne s'était pas préparé à une quelconque guerre. Mais par contre, les membres qui ont concouru avec Sassou Nguesso, qui, eux, connaissant le mode opératoire de Sassou, n'ont pas pris cette précaution, au moins à une stratégie défensive. À quoi assistons au Congo-Brazzaville? Mais on le répète juste à dessein. Il y a une armée qui est sous les ordres de la petite dynastie qui est en train de se former, qui a réfléchi sur un gangstérisme d'État avec une grande dérive totalitaire, une barbarie permissive et un terrorisme d'État, où nous assistons à l'inexistence du droit. Un pays sous occupation, des militaires déployés partout en train de semer la mort, et les membres de l'opposition embastillés, privés de leur liberté et de leur dignité. Il me vient immédiatement une question. Que peuvent faire ou que doivent faire les populations congolaises? Puisque la communauté internationale est passive, ils attendent je ne sais quoi, qu'on arrive à l'étape du Burundi où l'autre est en train de massacrer sa population. On attend qu'on arrive à ce point pour déclencher l'urgence humanitaire ou la responsabilité de protéger. Une deuxième question me vient encore en tête. Quelles actions la diaspora peut mener
à part là, cette diplomatie agressive qu'ils sont en train de mener au niveau de la communauté internationale. Par agressive, j'entends la persistance à aller chercher des solutions, à susciter une intervention humanitaire auprès de la communauté internationale, parce que le cas du Congo-Brazzaville commence à briller par une sorte de complicité à des niveaux lobbyistes qui commencent à insulter. Alors, face à cette dérive totalitaire au Congo-Brazzaville, face au refus de négociation que ce gouvernement autocratique impose, n'y a-t-il pas obligation d'une intervention multiforme? Je m'adresse à la diaspora. J'avais fait une vidéo où je demandais à la diaspora de France, à la diaspora des États-Unis, à la diaspora du Canada et toutes les autres diasporas de former un directoire. Un directoire où les postures individuelles vont être diluées à l'intérieur des postures collectives. Donc cette volonté suprême de créer un directoire, un organe qui coordonnerait, pas qui commanderait, pas qui dominerait, pas qui soumettrait, mais un directoire qui coordonnerait les actions de toutes les autres diasporas disséminées dans le monde afin qu'une seule voix soit le porte-parole, donc un agent communicateur centralisé. Je ne veux pas parler d'un système tout à fait jacobien, non, mais un système où autour de ce directoire qui recevra les intelligences de toutes les autres organisations décentralisées de la diaspora, permettrait donc à cette coordination de parler d'une seule voix, mais d'une voix unique qui, n'est-ce pas, doit arrêter de disperser nos énergies, de disperser nos efforts. Il est bien entendu que ceux qui sont en Europe pourraient continuer à faire ce qu'ils font. Ceux qui sont au Canada également. Il y a une sorte de décentralisation de pouvoir qu'on admet en démocratie. Mais aussi, il y a nécessité d'une centralité. Et c'est ça qui permet de rendre plus efficaces les actions dynamiques que nous sommes en train de mener. Parce que l'heure est très grave au Congo-Brazzaville. On ne peut pas tolérer un seul instant qu'un petit groupe vienne instituer une forme de droit. Même nos ancêtres ne travaillaient pas comme ça. Ils ne se permettraient pas un tel hasard où un petit groupe se permet donc de créer un chaos. On assiste encore à quelques dynasties dans le monde. On va prendre l'exemple de l'Angleterre, par exemple, où il y a une reine ou des personnes qui sont en train de se succéder au pouvoir. On n'est pas en train de se tirer dessus. Mais bien sûr que vous allez me dire qu'ils ont pris du temps pour arriver à cette étape-là. Mais attendez, chaque enfant n'est pas obligé de vivre selon les expériences que les autres ont subies dans le passé. Un enfant pourrait naître et arriver de manière exponentielle, de manière spéciale, de créer une dynamique qui serait différente des anciennes dynamiques. C'est ça justement l'évolution des paradigmes. On ne peut pas toujours comparer ce qui n'est pas comparable. Vous voyez bien qu'on ne peut pas comparer le cas du Burkina Faso et le cas du Congo-Brazzaville dans la simple mesure que les forces en présence ne sont pas les mêmes. Les équilibres ne sont pas attendus. D'un côté, il y a une armée au Congo-Brazzaville qui est totalement soumise, inféodée à ce pouvoir tyrannique, et ce pouvoir tyrannique a anticipé dans le vice pour aller occuper tout le pays, mais alors il a mis le pays sous un état de siège, et ensuite il déploie de l'armement lourd, des hélicoptères pour aller bombarder les populations sous prétexte d'aller rechercher un seul homme. C'est de la barbarie, ça, c'est du gangstérisme État, et il faut qu'on puisse trouver un moyen pour arrêter ça, et c'est très très important. Je suis d'accord, nous tous nous sommes en train de mener des diplomaties, chacun à notre manière. Mais maintenant, aujourd'hui, si la communauté internationale ne prend pas la responsabilité d'aller immédiatement s'interposer pour une urgence humanitaire, pour aller susciter la responsabilité de protéger, alors je tomberai d'accord avec un frère qui est à l'étranger, que je ne citerai pas, qui a estimé que Hollande
et Barack Obama sont les chefs d'État les plus incompétents parce qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions systématiques, des décisions d'hommes d'État. Ils sont obligés de laisser faire, de toujours laisser faire et qu'il y ait des morts sous prétexte des intérêts. Nous avons suffisamment parlé d'intérêts. On ne peut pas comprendre, dans l'exemple d'un couple, qu'une femme ait des intérêts et ne pense pas aux intérêts de l'homme. Vice-versa, que l'on pense que lui, il a des intérêts et des priorités et ne regarde pas dans les priorités de son épouse et de ses enfants. Il y a un problème là. C'est comme les chefs d'État. Comment voulez-vous parler d'intérêts, vous, au niveau de l'État, au niveau des lobbies, sans tenir compte de l'environnement systémique, donc de l'écosystème qui entoure vos intérêts, parce que ce sont les vôtres, décidément. Mais nous tous, nous avons besoin d'intérêts. Le peuple a besoin de bénéficier des bienfaits de son sous-sol et de son sol. Les gouvernants, leur rôle, ce n'est pas d'hypothéquer les richesses, mais plutôt de les gérer, de les gérer pour les rétribuer, pour les redistribuer auprès de la population, pour regarder comment améliorer les conditions de vie de cette population. Entendez par conditions de vie tout ce qui est inhérent à la prospérité de l'âme, du physique, de l'intellect. Il faut que les populations aient la liberté de la créativité. Vous souvenez-vous, je vous dis souvent que si nous continuons à toujours citer les autres, Socrate a dit, Mahomet a dit, Jésus a dit, mais c'est très bien. Mais pourquoi on n'arriverait pas aussi à dire que telle personne a dit, Kiwango a dit, Georges Goma a dit, Sadio Morel Kanté a dit, etc. Un tel pense que... Et que ces avis deviennent des avis qui entrent dans un nouveau paradigme. Le paradigme lequel on ne doit pas continuer à citer des personnes des années 1700, 1800, 1900, comme si les personnes des années 2000 ne valent plus rien du tout. Est-ce que l'humanité a pris l'habitude de seulement citer les morts? Ou de seulement citer les personnes qui sont passées? Pourquoi on ne commencerait pas à citer les présents? Ceux-là qui sont en train de travailler aujourd'hui, en train d'écrire des choses qui touchent l'humanitaire, qui touchent le collectif. Mais prenons ces choses et les remettons à la disposition de l'humanité. Ne soyons pas sélectifs de manière égotiste, mais soyons plutôt collectifs pour faire émerger une créativité universelle. Et c'est là où j'ai ce respect pas absolu, mais un respect différent pour la parole que nous avons appelée la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et il est écrit quelque part qu'il y a un moment, il y aura un moment, je pense que ce moment est déjà venu, où tous vos enfants prophétiseront. Tous vos enfants seront capables de faire des révélations, des visions. Vos vieillards le feront. Les femmes également le feront. Je n'ai pas dit que les femmes iront être pasteurs. Ça, ce n'est pas encore écrit, ce n'est pas révélé. Mais que les femmes pourraient être des prophètes. Parce que la femme peut recevoir une prophétie et la mettre à la disposition des populations. Mais c'est valable dans les domaines scientifiques ou dans les domaines du simple intellect. On voit bien des jeunes qui sont en train de briller dans la réflexion du numérique. Aujourd'hui, on voit des bébés qui manipulent, mais j'ai dit bien bébés, qui manipulent des cartes numériques. Ils grandissent dans le numérique. Mais imaginez que ce monde médiéval, qu'on aille ressusciter ces personnes, le genre Socrate et autres Platon qui ont réfléchi dans le passé, et que vous les amenez dans le monde aujourd'hui où un petit bébé de 2 ans est en train de jouer, est en train de choisir la musique qui lui convient, parce qu'il sait dans ses sangs que telle chose pourrait convenir à son équilibre et à son bien-être. Et quand il se met à jouer à cet appareil numérique, il trouve la tranquillité. Et vous le voyez sourire tout seul devant ce clavier. Et je suis émerveillé devant ces formes de liberté. Cette liberté que vous donnez à un petit enfant de s'exprimer devant une tablette numérique. Pourquoi on ne donne pas cette liberté à toute l'humanité? Pourquoi ne pas laisser l'humanité s'exprimer? Arriver également avec leurs pensées, et que ces pensées soient écrites, et que ces pensées soient reconnues, qu'on n'attende pas que cette personne meure pour la valoriser, mais qu'on attende que chacun de nous soit capable de créer pour que finalement nous soyons des êtres créatifs, nous soyons tous des êtres créatifs, et ceci est important. Je vais maintenant conclure. Au Congo-Brazzaville, il y a nécessité d'une action multiforme très forte
On ne peut pas continuer à attendre à ce que la communauté internationale s'organise pour aller délivrer le Congo-Brazzaville. Il faut le fait que les leaders soient bloqués, le fait que nos leaders qui ont concouru avec ça soient bloqués. Il faut que nous soyons imaginatifs pour aller les délivrer. Nous devrons les délivrer par tous les moyens. Et Tomi qu'on est en train de pourchasser quelque part, c'est pour des raisons précises. Ils ne veulent pas quelqu'un qui s'interpose, qui s'oppose à leur dictature, qui s'oppose à leur dérive totalitaire. Ce que nous devrons faire, c'est de tout mettre en œuvre pour que ces personnes ne tombent pas. Parce que si elles tombent, nous avons déjà fait preuve de toute passivité, nous avons déjà fait preuve de trop de retenue. Alors si nous ne trouvons pas un imaginatif, donc du créatif par nous-mêmes, nous allons nous appauvrir. Et ça risque de durer très longtemps. Mes chers bien-aimés, réveillons-nous. Soyons créatifs, soyons imaginatifs. Saint Grégaire commande que nous puissions apprendre à nous défendre et de la manière la plus efficace. Il est temps. Personne ne peut faire cela pour nous. C'est nous-mêmes. Parfois, je passe par des métaphores, par des figures dérotérées pour atterrir notre attention. Mais il arrive des moments comme ce matin où je vous parle ouvertement. Peuple congolais, il est temps de rentrer dans notre créativité extrême. Il est temps de rentrer dans notre imagination extrême. Nous devons nous défendre. Sassou se prépare à soumettre tout le peuple congolais. Pour cela, il va utiliser tous les moyens répressifs pour nous écraser. La communauté internationale est au courant. Ils se limitent à leurs petits mots, à leurs verbes habituels. Cela ne nous suffira pas. C'est à nous de réagir et plus efficacement que nous sommes en train de le faire, que ce soit du côté diplomatique, que ce soit du côté de la défense. Nous devrons nous défendre. Nous ne pouvons pas nous laisser nous écraser par un petit clan. Qu'importe les âmes qu'ils ont, nous devrons nous organiser. C'est le message que vous ai amené ce matin. Nous refusons le totalitarisme de Sassou Nguesso. Nous refusons le gangstérisme de Sassou Nguesso. Nous refusons les assassinats gratuits qu'il est en train de perpétrer dans le pool. Il avait commencé par le beach. Il a commencé par tuer tout le monde. Jusqu'à quand cela va être toléré? Il est temps. Mais il est temps maintenant que nous puissions trouver au fond de nos âmes, au fond de nos esprits, de la créativité. Pour cela, nous avons encore besoin de Dieu. Nous avons encore besoin d'une source féconde, une source rapide. Il faut que ça s'accélère en nous. Devant le danger, on ne doit pas être passif, sinon on trouve la mort. Souvenez-vous de ma bande, ceux qui n'ont pas la Mayel était Kassina Koufi. Non, n'attendons pas d'être en difficulté pour se mettre à crier. Préparons-nous à enrayer le mal qui nous arrive. Il est temps. Il était déjà temps. Nous allons vers les heures de la nuit. Réveillons-nous. Je vous en prie. Réveillons-nous, mais avec courage. Il faut vaincre la peur. Il faut qu'on se défende. Le pasteur Tomi se défendait dans le passé. Aujourd'hui, ils veulent aller le cueillir, ou par force, ou qu'il se livre. Il va se livrer à qui? Le pasteur Tomi va se livrer à qui? À Okongakala, qui est en train de kidnapper des Congolais pour les jeter dans des prisons, qui est en train de kidnapper des Congolais pour les brutaliser, pour les torturer. À Okongakala et Sassou Nguesso, Ndenge et autres Nyangambola qui sont en train de réfléchir d'aller dans un système dynastique où ils vont écraser tous les Congolais seront leurs vassaux. C'est à ces gens qu'on doit aller livrer le pasteur Tomi, ces gens qui ont pris le général Mokoko, ils l'ont enfermé dans une petite maison où il manque de produits, il manque de nourriture. Il ne peut pas se soigner, il ne peut pas manger, il ne peut pas vivre, il ne peut pas rester en paix avec sa tête. Cette violence symbolique et psychologique ne va-t-il pas le détruire? Okombi Salissa n'est-il pas mis à l'étroit? Est-ce que vous trouvez normal, mais vous qui vous réclamez civilisé, est-ce que vous trouvez normal qu'un être humain ou un groupe d'êtres humains soumette d'autres dans une barbarie? Des siècles, oh combien passés? Il faut que ça s'arrête. Mais ça doit s'arrêter.